À partir de 1960, un même idéal anime une grande partie de l'Afrique, celui de l'accession à l'indépendance et de la construction d'une Afrique véritablement souveraine. Une lutte plutôt menée par des noms comme Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Patrice Lumumba ou encore Amilcar Cabral. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont été assassinés, près de soi-disant après les indépendances. Où en sommes-nous? Que s'est-il réellement passé? Pourquoi les aspirations de ces pères des indépendances restent encore largement inachevées? Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anecdotes. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense honneur d'avoir sur ce plateau le professeur Théophile Obenga, égyptologue, historien et ancien ministre de la République du Congo. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous avoir reçus plutôt chez vous pour parler un peu de cette unité africaine qui a prévalu pendant la période plutôt des indépendances. Alors, professeur, lorsque le Congo, votre pays, a sollicité l'indépendance auprès de la France, vous étiez encore jeune, 24 ans à cette époque, si je ne me trompe pas. Vous étiez en France pour vos études. Alors dites-nous, comment est-ce que la communauté africaine basée en France a-t-elle vécu ou reçu les revendications de ses pairs qui réclamaient l'indépendance de l'Afrique? Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il faut bien saisir les questions et les réponses. Le Congo, comme d'autres pays africains, était une colonie. Française. Ça dit que ça dépendait d'une puissance extérieure. Exactement. Une puissance extérieure, surtout une puissance européenne occidentale. C'était une colonie. Donc ce ne sont pas un Congolais qui avait ce territoire avant, qui a tracé les frontières du Congo, par exemple. Ce n'est pas un Congolais qui a tracé les frontières du Congo, par exemple. C'était une colonie. Donc une puissance étrangère qui vient poser sa domination et exploite cette colonie à son seul profit. Peut faire les routes, les chemins de fer, les agricultures, la pêche, le bois, etc., les mines, mais à son seul profit pour son développement à lui, à ce pays-là. C'est ça une colonie. Maintenant, les colonies, avec l'histoire, le développement du monde, etc., les colonies peuvent changer de statut. C'est-à-dire, on se bat pour l'indépendance. On rentre dans les maquis, on a des milices, on est organisé, on a des troupes, des militaires, on se bat pour se libérer contre la puissance étrangère. C'est le cas, par exemple, de l'Algérie, s'est battu, etc. Le cas de l'Angola, de la Namibie, ils se sont battus, ont été militairement organisés. Ils se sont battus. Mais voilà. lorsque... Bon, ça, c'est différent. Ça, ils se battent pour leur indépendance. Oui. Ils se sont organisés militairement, avec des chefs, etc. Par exemple, le MPLA s'est organisé militairement pour être indépendant vis-à-vis du Portugal. Pendant cette lutte... Mais le Congo, le Gabon, par exemple, ou la RCA, est-ce qu'ils ont eu des armées qui luttent contre la France pour avoir leur indépendance? Non. Donc l'indépendance a été accordée par la puissance colonisatrice. Dit, je ne veux plus des colonies, soyez indépendants, c'est-à-dire ayez vos présidents, vos députés, vos ministres, des chefs de département, votre organisation, vos élections, faites ça de façon autonome. Mais dans une communauté avec moi, l'ancien colonisateur, dans une communauté franco-africaine, dans la francophonie, dans la France-Afrique. Donc je reste toujours là. Vous faites vos essais d'autonomie, vous faites vos élections, mais moi je reste. On signe des accords. Donc, une façon pour la France de réorganiser. On signe les accords militaires, les accords de coopération. Ils viennent, on coopère avec eux, ils ont leur influence dans le monde, ils ont une influence en Afrique. Et l'influence. On ne travaille pas avec d'autres pays, surtout avec eux, etc. Voilà. Et dans ce cadre-là, vous avez bien sûr ils ont même des forces militaires de chez eux installées chez vous. Des troupes militaires installées chez vous.
Ils sont là. Voilà. Donc il ne faut pas confondre tout comme ça, la volée, l'indépendant, le ceci. Il y a l'indépendance de libération, il y a l'indépendance qui a été octroyée, il y a l'esprit d'autonomie, mais dans une communauté, il n'y a pas vraiment de libération. C'est ça le problème. Donc, pas totalement de libération, mais c'est quand même une libération partielle. Mais Même pas, il n'y a pas de libération partielle. Ça veut dire que libération partielle. Mais est-ce que lorsque... On se libère pas. On vous donne l'indépendance, c'est-à-dire, au lieu que je sois d'administrateur colonial, comme Félix Eboué ou Émile Konu-Gentil, ici au Congo, vous faites le président de la République, vous l'élisez, vous faites vos partis. Vous organisez votre jeunesse, vos femmes, les syndicats. Bon, vos forces vives sont organisées. Vous créez des systèmes. On reste collé à moi, je convoque vos ministères de l'éducation pour faire des programmes scolaires que je publie à l'ATIE, des choses comme ça. On signe des accords de coopération, des accords militaires. J'ai des camps militaires chez vous, etc. C'est différent. On est dans une communauté avec l'ancien pays colonisateur. Mais finalement, professeur, qu'est-ce que les États africains célèbrent le jour de leur indépendance? Par exemple, le Congo, c'est le 15 août. Finalement, c'est quoi? Parce que vous dites que le Congo n'est pas libre, par exemple. Nous ne sommes pas indépendants. Le Congo n'est pas indépendant. Mais finalement, qu'est-ce que les Congolais célèbrent le 15 août? Mais ils célèbrent quand le colonisateur est parti. Juste le départ du colonisateur. Mais bien sûr, il est parti. Ce n'est plus une colonie. Vous êtes maintenant un État indépendant, république. Vous avez changé de statut. Bon, vous êtes libre maintenant de faire vos actions. C'est ça, c'est cette distance par rapport à l'ancien colonisateur. C'est ça, cette distance-là, c'est l'indépendant. Mais pourtant, ce n'est pas ce que les textes disent. Ils parlent d'une indépendance totale dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous êtes libre dans le domaine militaire, politique, économique. Lorsque la France a cédé, c'était ça l'objectif. Oui, non, mais parlons un peu bien. Donc vous n'avez pas d'accord de coopération avec eux. Et que disent ces accords de coopération? Vous n'avez pas de base militaire avec eux. Par exemple, au Gabon, il n'y avait pas de base militaire française. C'est ça que vous ne comprenez pas. La puissance colonisatrice a des colonies. Hein? Et ces colonies lui donnent beaucoup de richesses. À un moment donné, il n'arrive plus à gérer, à gouverner ces colonies. Il laisse le gouvernement de ces colonies, la gouvernance aux autochtones, au peuple là-bas. Mais il a son influence absolue. Il garde la langue, vous êtes dans la francophonie. Il y a des bases militaires qui viennent enseigner dans vos académies. Hein? Et il y a des accords de coopération. Vos étudiants vont étudier là-bas. Vous êtes dans cette influence culturelle. Vous n'êtes pas dans l'influence culturelle hispanophone. Vous n'êtes pas dans l'influence culturelle russophone. Vous n'êtes pas dans l'influence culturelle américaine. Vous n'êtes pas dans l'influence culturelle du Commonwealth anglaise. Vous êtes dans l'influence culturelle de la francophonie, de la France-Afrique. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous êtes liés à eux. Vous n'avez pas les mêmes liens avec, etc. Maintenant, vous pouvez maintenant faire diversifier vos partenariats, etc., etc. D'accord, mais vous êtes quand même de façon presque... vous êtes liés à ce pays-là par ces liens de domination, enfin les anciens liens de domination, c'est tout. Diversifier les relations avec les autres États ou colonies. Malheureusement, l'Afrique, avec autant de richesses, elle reste le continent le plus pauvre. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe, professeur? Mais la richesse ne vient pas comme ça, tombe du ciel. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Mais si vous ne travaillez pas, le travail, vous ne travaillez pas, vous ne faites pas de sacrifices, si vous ne respectez pas votre patrimoine, l'argent, votre rapport à l'argent, vous prenez l'argent public, si vous n'êtes pas... donc vous allez développer votre pays comme ça en rêvant. Il faut travailler dur, il faut s'organiser. Il faut être ensemble, il faut aimer, il faut travailler dur.
C'est le labeur qui fait que ça produit une richesse. Vous êtes riche, on a des mines, on a de ceci, mais les mines là, mais si vous ne travaillez pas, les mines vont faire quoi? Ils vont se transformer en énergie nucléaire. L'uranium va se transformer lui-même en énergie nucléaire. Ou c'est vous qui travaillez, mais vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas de façon coordonnée, c'est des petits trucs là, etc. Il n'y a pas de vision. Mais comment voulez-vous développer? Hein? Par exemple, est-ce que une petite et moyenne entreprise, comme on dit, les ONG là, non? Les PME. Les PME, petites et moyennes entreprises. Oui. Bon, donnez-moi un exemple d'un pays qui s'est vraiment développé avec une moyenne et petite entreprise. Les États-Unis au départ, c'est la grande industrie. La Chine fait la route de la soie. C'est une petite et moyenne entreprise. Hein? Et on fait la bombe nucléaire en France, on fait ceci. Ça, c'est une moyenne et petite entreprise. Donc, selon vous, un État ne peut pas se développer avec l'aide extérieure. C'est ce que vous voulez dire? Mais qui aide la France? La France est là. Citez-moi un pays qui aide la France. Citez-moi les pays qui aident les États-Unis. Ils sont là, on travaille, on les aide. Citez-moi un pays qui aide la Chine. La Chine est là, ils ne travaillent pas, ils se sentent, qui les aide. Citez-moi qui aide la Russie, la Fédération de Russie. Qui aide? Dites-moi, qui aide la Suède? C'est vous qui aidez la Suède, leur développement là-bas. C'est vous qui aidez l'Espagne. Mais qui aide qui? Vous aidez l'Italie. Mais pourquoi les États africains ne prennent pas conscience face à cela? Mais vous dites les aider. Dans le monde, qui aide le Brésil? Qui aide l'Argentine? Qui aide le Mexique réellement? Au contraire, on fait le barrage, le mur, vous les Mexicains, les Sud-Américains, restez chez vous, ne venez pas chez nous. Et qui aide les États-Unis? Ils ont un programme, je viens bailleur de fonds, je finance, etc. La France est déficitaire pendant plusieurs années déjà. Ils n'arrivent pas à faire les budgets correctement. Bon, qui les aide? La Banque mondiale les aide. Les Fonds monétaires les aident. Les Grecs les aident. L'Allemagne les aide. La Hollande les aide. Qui aide? Mais vous dites les aide. Mais qui aide qui? L'aide du FMI, par exemple, aux pays africains. C'est-à-dire, quelle est cette aide? Je t'aide, ça veut dire quoi? Concrètement, je donne l'argent, non? Exactement, professeur, oui. Et tu ne rembourses pas, non? Tu rembourses. Une aide, pas de remboursement peut-être. Donc le FMI vous donne l'argent, vous ne remboursez pas le FMI. Et une aide qui cautionne des dettes, c'est ça, une aide réellement? Ou aide des dettes? Vous dites au peuple qu'on aide, alors que vous vous endettez. Et vous faut rembourser ces dettes-là. Aucun pays africain n'est capable de rembourser ces dettes. Aucun pays africain. Et vous appelez ça les aides. Mais d'accord, je veux les aides, mais qui aide la France? Qui aide les Chinois? Les Chinois sont là, ils ne travaillent pas, ils sont là, on vient les aider. Qui? Quelle banque? On vous met dans une mythologie, on vous paralyse vos cerveaux, votre activité, vous croyez ces choses-là. Voilà pour que ça tourne en rond. Voilà pourquoi ça tourne en rond. Les Chinois, après une longue marche de Mao Tse-tung, 20 ans, 30 ans après, ils vont à la Lune. Ils se développent, ils vont à l'espace, ils ont le nucléaire, ils ont des sous-marins atomiques, ils ont une puissance économique extraordinaire, ils ont la manufacture, les produits manufacturés, c'est eux. Vos téléphones, vos ceci, satellites, ils sont très forts. Et ça, ils ont été, quelle aide les a aidés? Ce sont les Japonais qui les ont aidés. Mais, professeur, vous parlez de la Chine. La Chine s'est peut-être mobilisée grâce à Mao Tse-tung. Mais finalement, qu'est-ce qui manque à l'Afrique de suivre peut-être la dynamique de ces États que vous venez de citer? Mais rien ne manque à l'Afrique. Est-ce qu'on fait pas avec le cerveau, non? Exactement. Oui. Bon, est-ce que les Africains manquent de cerveau? Le cerveau africain n'est pas fabriqué avec la même matière grise que le cerveau chinois, que le cerveau européen. C'est le même cerveau, la même matière grise, non? Bon, alors, maintenant, vous avez le même cerveau. Bon, vous avez les matières premières, même plus que les autres continents. Il y en a partout. Bon. Et qu'est-ce qui vous manque? C'est vous-même, vous êtes paresseux, c'est tout. Vous n'avez pas d'idéal, vous ne vous développez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne voulez pas travailler pour votre bonheur, vous ne voulez pas faire des sacrifices. À qui vous l'accusez qui? Mais qui vous empêche de travailler?
Si vous travaillez, vous faites des petites bricoles, un champ de maïs, un champ de trucs, de pommes de terre, c'est ça qui va vous faire développer. Il n'y a pas de vision. À qui la faute? Hein? Vous avez le cerveau, vous avez les matières premières, vous avez des besoins. Les jeunes qui ne travaillent pas, la démographie, ça pousse vite, etc. Bon, les universités, vous ne pouvez pas faire des écoles. Il faut que les Chinois viennent vous faire les universités, il faut que les Américains viennent, il faut que les Français viennent faire les universités. Vous ne pouvez pas faire vous-même. Qu'est-ce qui vous manque? Hein? Alors, c'est à qui la faute? À qui la faute? Quand une équipe peut jouer bien, elle s'organise, elle fait les entraînements, elle obéit à un règlement, etc. Et puis gagne. Ou bien ils sont paresseux, ils ne vont pas faire les entraînements, ils ne travaillent pas, ils ne s'entraînent pas, ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas gagner une coupe. C'est tout. Et donc, quelque part, c'est la faute des gouvernants alors? De ceux qui gouvernent l'Afrique? Mais il ne s'agit pas de... Les fautes veut dire quoi même? Les fautes, telle faute. Donc, qui ne fait pas de faute? Les Chinois ne font pas de faute. Les Français ne font pas de faute. Les Trump ne font pas de faute. C'est pas une affaire. Il ne faut pas être un peu à un niveau très superficiel. Hein? Qui ne fait pas de faute? Qui ne fait pas d'erreur? Qui ne se trompe pas? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'aime mon pays, ça c'est ça. J'ai une vision, j'ai le bien public, l'intérêt public, etc. Il faut que je me dévoue pour ça. Il faut que, si je suis, être en politique, c'est être en mission. Être au gouvernement, c'est être en mission. C'est être en mission, accomplir la mission, faire le sacrifice. Il y a les avantages, il y a le protocole, il y a tout ce qu'on veut, mais on est fondamentalement en mission. Ce n'est pas juste une occasion d'en profiter, etc. C'est ça le problème. Vous parlez de la vision, mais il y a un adage de chez nous qui dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir à la tête de ces institutions des hommes qui n'ont pas de vision. Mais est-ce que la seule vision d'un chef de l'État suffit pour pouvoir développer un pays? Parce qu'il y a des ministres, par exemple, qui ont eu à déclarer que moi, je n'ai pas de vision. C'est la vision du chef de l'État. Est-ce que la vision seule du chef de l'État suffit pour pouvoir développer un État? Mais regarde, quand il y a dans une machine, par exemple dans un bateau, tout ça là, il y a beaucoup de machines, non? Exactement. Hein? Mais il y a un gouvernail. Il y a dans un moteur de voiture, il y a beaucoup de choses. Un pays a beaucoup de choses. Un pays a d'abord les populations de ce pays, la population. Le niveau culturel et intellectuel de ce pays-là. Hein? Maintenant, les relations entre les différentes ethnies de ce pays-là, ça compte pour les relations entre les peuples, les régions, ça compte, les relations. Et un pays a plusieurs âges. Il y a les enfances, il y a les adolescences, il y a les jeunesses, il y a les adultes et puis il y a le crépuscule. Tout est lié, les générations sont liées entre elles. Bon. Un peuple, une nation a une histoire, le passé de ce peuple-là. C'est glorieux ou pas glorieux. Il y a le présent et puis le projet de l'avenir. Bon, ils ont des urgences. Il faut qu'on mange, il faut qu'on circule, il faut qu'on achète, il faut qu'on vende, il faut qu'on se soigne, il faut qu'on ait l'école, et il faut des médecins, les gars de la santé, il faut des gars de l'enseignement, il faut les gars de l'agriculture, les impôts, etc., le travail. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de rouages dans un pays. Beaucoup de rouages. Mais tout cela, il faut être organisé. C'est organisé, c'est orienté, et on suit donc le leader. Il y a un leadership. Le leader, ce n'est pas le président de la République qui fait ceci, cela. Il est là, il est le premier citoyen, il a la responsabilité, mais il va faire tout seul, tout le pays. Pendant des années, il va faire tout, il va faire les affaires étrangères, il va faire l'agriculture, il va faire la pêche, il va vendre des oranges au marché, il va développer, etc. Il va aller à l'université, il va aller soigner les gens. Non. Il donne la directive, les orientations. Maintenant, les autres travaillent. Si les agriculteurs sont paresseux, et si les populations, les ethnies ne s'aiment pas, ne se connaissent même pas, et si
les médecins, les infirmières, il n'y a pas de conscience professionnelle. Si les enseignants n'arrivent pas à réfléchir sur l'enseignement, bon, s'il y a les hommes d'affaires ne sont même pas que de la parole. Si on fait des petites et moyennes entreprises, bah, c'est la faute de qui? C'est tous les rouages qu'il faut voir. Il ne faut pas simplifier. Il ne faut pas simplifier. Mais un président dit toujours les bonnes choses, non? J'aime le pays, il faut développer, il faut travailler, c'est l'unité, l'unité travail, progrès, etc. Il dit ça, non? Mais est-ce que les rouages obéissent à ça? Hein? Ce n'est pas les rouages qui obéissent à ça. Il faut les rouages et l'ensemble, les rouages qui fonctionnent ensemble comme les doigts de la main. Ils n'ont pas la même taille, la même grosseur, mais ils sont tous fonctionnels quand ils travaillent. C'est tout. Professeur, nous allons parler un peu de votre passage au sein du gouvernement, car vous avez travaillé avec le président Maria Ngouabi, Yombi Opango et aussi Pascal Lissouba. Et on souhaiterait comprendre comment se prenaient concrètement les grandes décisions de l'État à cette époque. Oh, mais s'il n'y a pas d'époque, ça se prend comme à toutes les époques, c'est comme ça qu'on fait. Il y a un conseil des ministres, conseil des ministres. Conseil veut dire quoi? Il y a un conseil des ministres, présidé par le président de la République. Il y a un conseil. Mais qui parle dans les conseils des ministres? C'est les ministres qui parlent, non? Ils ont un secteur, un domaine, ils exposent, ils veulent faire ceci, il y a ceci, etc. Ils exposent. Et que c'est une action collective, il y a un débat. Quelle est la vue de tel ministre, qu'est-ce qu'il en pense, quelle est l'information, etc. Il y a une discussion. Après, le président peut décider, peut trancher, et puis on arrive à une conclusion qui satisfait le conseil des ministres, etc. Et puis on décide, il va faire ça, il va faire ça. Et le ministre applique maintenant, par la loi, par le décret, par une loi, par un décret, par un texte, etc., réglementaire. Il applique ce qu'on veut, il surveille, et il rencontre, etc. Il y a un budget, il y a tout, c'est comme ça que sont faits. C'est pas les histoires là que... c'est comme ça, il y a une réflexion. Conseil veut dire la réflexion, conseil. On réfléchit sur les problèmes du pays, et chacun son secteur. Celui qui fait l'école, ben, il explique l'école primaire, technique, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, il est dit. Celui qui fait les affaires étrangères, celui qui fait les Congolais de l'étranger, la diaspora, celui qui fait l'intérieur, la défense et la sécurité du pays. Et celui qui fait les finances, l'économie, l'argent, les salaires, les retraités, tout ça. On discute ces problèmes-là. C'est collectif. Ce n'est pas quelqu'un qui dit c'est moi. Moi, le président écoute les avis des techniciens, puisque les ministres ont des cabinets. Les cabinets ont des techniciens, des collaborateurs qui connaissent, qui sont des experts. Bon, ils analysent et ils donnent au ministre un point de vue. Le ministre expose ça au conseil des ministres, etc. etc. C'est comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas un travail... c'est un travail collectif, etc. Les ministres, c'est la solidarité gouvernementale. C'est tout. Donc, quand vous travaillez avec un président, ce n'est pas moi qui possède, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Vous avez été ministre des Affaires étrangères pendant la période du président Maria Ngouabi et ensuite reconduit par le président Yombi Opango. Quel est le rôle que vous avez joué dans le rétablissement peut-être de la paix au niveau de la Zimbabwe et de la Namibie? Vous personnellement, pas l'État congolais en tant que... Non, mais personnellement, non. Mais tu es ministre, tu ne fais pas personnellement. Non, mais il y a des initiatives que vous avez prises. Oui, mais ce n'est pas personnellement. Mais si le président ne veut pas, tu peux dire au président, voici le problème en Angola, voici le problème en Namibie, voici le problème. Tu l'analyses, le problème, tu lui dis. Tu dis, bon, je décide, il peut dire, non, ne fais pas ça. Il est plus renseigné que toi, il a plus de renseignements. Il peut dire, bon, d'accord, je suis d'accord, fais. Il peut dire, oui, je suis d'accord, mais il faut compléter encore. Après, notre ambassadeur qui est là-bas va donner l'information. Ou bien il a la sécurité, les services secrets, tout ça, il dit, voici, il faut faire ça, ça. Ce n'est pas individuel.
Alors, quel est le rôle que le Congo a joué? C'est pas individuel, mais tout le monde connaît ça. Le Marien Ngouabi, les Impélés n'étaient pas ici, là. Les Neto n'étaient pas ici. Ils étaient au Congo ici, là-bas à Makelekele, comment on appelle ça, oui. Ils avaient leur centre à météo là-bas, non? Ils étaient là. Bon. Ensuite, il y a la libération, etc. Et toutes les forces vives, la sécurité. Les présidents de l'Union sont beaucoup travaillé aussi pour les Angolais. Le PCT a beaucoup travaillé pour la lutte de libération. Et le président Marengo n'est pas seul, il y a le parti, il y a les forces vives du Congo qui ont aidé, qui ont travaillé, le syndicat a aidé, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, ce n'est pas individuel. On peut te voir en mission, mais tu es en mission, ce n'est pas toi. On a été plusieurs fois en mission là-bas. Marengo avait envoyé, mais c'est lui qui envoie. C'est lui qui envoie. C'est le président. Les affaires étrangères, par exemple, mais c'est le président qui est le ministre des Affaires étrangères en réalité. Hein. Il vous dit ceci, vous demandez les avis, et il vous dit non, faites pas ça, non, allez voir telle personne, dites-lui ça, etc. Bon, il vous a analysé, il dit non, etc. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, il y a des choses que, même si tu fais tout seul, tu lui demandes quand la permission. Je viens, le Congo, Brazzaville, marxiste-léniniste, a coupé court, parce que le parti dirige l'État avec les États-Unis, pays impérialiste. Bon, tu dis, bon, le parti c'est un peu un groupe, c'est une association, ce n'est pas tout le Congolais, ce n'est pas tout le peuple congolais. Bon, ils ont intérêt à ne pas discuter avec l'impérialisme international, c'est normal. Mais le peuple congolais a intérêt quand même à ne pas se couper de la première puissance du monde. Les États-Unis. Un petit pays comme ça qui n'a rien à voir avec la première puissance du monde, dans ce monde que nous vivons. C'est un non-sens. Même l'URSS, même les Staline avaient des relations avec les États-Unis d'Amérique. Des relations diplomatiques. Ça existe, ça c'est la diplomatie. Donc, je dis que c'est une aberration. Ça, c'est du fanatisme. Alors, tu expliques au président, il faut voir les institutions, etc., etc., etc. Bon, il peut dire, bon, essaie de rétablir, si ça marche, j'ai rétabli ça, non? J'ai rétabli ça avec le ministre Ikwebe. Quand le président m'a dit, bon, tu peux faire. Il dit, il faut consulter aussi les autres camarades de la sécurité. J'ai vu les gars de la sécurité à l'époque. On a discuté, j'ai dit, il dit voilà la sécurité. J'ai dit, mais les États-Unis, tu crois qu'ils connaissent par cœur toute l'armée congolaise? Par cœur. Ils peuvent voir ça depuis les Kinshasa, ils peuvent voir ça depuis l'espace, ils ont l'espionnage, etc. Qu'est-ce qui leur échappe? Rien. Donc, faisons les relations. Et aujourd'hui, qui regrette ces relations-là? Qui regrette l'établissement de relations diplomatiques entre le Congo et les États-Unis d'Amérique? Qui regrette ça aujourd'hui, que c'était mal fait? Qui? Ils ont tous leurs enfants là-bas. Donc, tu peux décider une action, mais tu le fais quand même sous le couvert du président de la République. Le président peut dire, oui, c'est bien tout ça, mais il ne faut pas faire. Bon, tu ne fais pas. C'est lui qui commande le pays. Il a dit, bon, c'est bien, mais essaye de faire. Si tu réussis, tant mieux. Si tu échoues, il dit, ah, je t'avais dit que d'être prudent, etc. Mais on ne peut pas faire tout seul. Vous comprenez? Tu es ministre et puis il n'y a pas de président, il n'y a pas de conseil de ministre, et tu es tout seul, et tu te pavanes comme ça tout seul. Ça existe où? Dans quel pays? Hein? Il y a un président, il y a un conseil des ministres, il y a les autres ministres, il y a la solidarité gouvernementale. C'est le même décret nomme tous les ministres. Non? Et alors? Donc il y a une solidarité, c'est une équipe, il y a un débat. Ce n'est pas que un ministre il se pavane tout seul, fait ce qu'il veut tout seul. Le président ne sait pas, non, on ne travaille pas comme ça. Professeur, vous parlez des relations de l'unité. C'est ce qui a dominé la période des indépendances. C'est ce que vous parlez même dans votre ouvrage « Appel à la jeunesse africaine ». Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde des crises qu'il y a en Afrique, je parle par exemple de la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, c'est les États de l'AES et la CEDEAO. Est-ce qu'on peut dire que
les pères des indépendances ont échoué dans leur volonté d'unifier l'Afrique, ou plutôt parler d'un projet inachevé que les jeunes générations doivent ou devraient prendre la relève? Il faut faire l'histoire. L'histoire permet de mieux comprendre. Les esclaves au Nouveau Monde, les Jamaïcains, les Nord-Américains, etc., les Haïti, tous ces pays là-bas, ils étaient esclaves là-bas. Ils ont réfléchi sur leurs conditions. Ils ont dit, nous sommes comme ça parce qu'on est faible, on est faible. On est faible. On nous vend, on fait ceci. Il faut être fort, il faut être uni, il faut être solidaire. Ils ont développé l'idée de l'unité africaine, du panafricanisme. Ce sont les Noirs américains, là, enfin, au sein du Nouveau Monde. C'est eux qui ont décidé. Cette idée-là n'est pas venue du continent africain. Elle est venue de la diaspora américaine. Hein? Et notamment de Marcus Garvey, qui avait même acheté des bateaux pour faire le commerce, qui avait envoyé des gens au Libéria, qui avait fait ceci, etc., etc., etc. Il dit qu'il faut faire l'unité africaine, l'Afrique aux Africains. Ils ont fait des congrès à Manchester, à Paris, les Blaise Diagne. Ils ont fait des congrès de l'unité africaine, le panafricanisme. Ils ont créé, c'est la solidarité africaine. Il faut être solidaire, il faut être puissant. Éparpillés tel que nous sommes individuellement, ce n'est pas possible dans le monde aujourd'hui. On sera encore victime de l'histoire. Voilà l'idée centrale. Et les étudiants qui étaient aux États-Unis notamment, Kwame Nkrumah était étudiant là-bas. Tous ces étudiants, les Nyerere, et les étudiants qui étaient à Londres, les Jomo Kenyatta du Kenya, les Tomboya, etc. Et tant d'autres. Hein? Les Dankwa, au Ghana, les Dankwa, les Azikwe, etc. Et tous, ils étaient là-bas, ils ont assisté à des congrès là-bas. Ils ont adapté cette idée-là, ils ont vu que c'est juste, c'est vrai. Il faut avoir un idéal dans ce bas monde-là. On a été vendus, on a été colonisés, on a souffert ensemble. Mais ensemble, définissons notre destin pour éviter les malheurs futurs. Ce n'est pas autre chose. Dans ce bas monde-là, tel qu'il est commandé par les grandes puissances, chacun travaille pour ses intérêts. Chacun travaille pour ses intérêts d'abord. Ne faisons pas les trucs des idioties encore. Voilà l'idée. Alors quand ils sont venus au pouvoir maintenant, eux, les Nord-Américains n'avaient pas d'État là-bas. Ils étaient Jamaïcains, secondés par la Grande-Bretagne, ils étaient Américains, c'était eux là-bas, etc. Ils n'avaient pas d'État à eux, sauf la première république noire dans le monde, c'est Haïti, avec Toussaint Louverture. Mais autrement, ils n'avaient pas un État à eux. Les Martiniques, c'est les Outre-mer, c'est le département français, les Guadeloupe, toutes ces histoires, les Sainte-Lucie. Les Sainte-Lucie, ça appartient à la Suède, etc. Donc, finalement, ils n'avaient pas d'État là-bas, ils avaient un idéal. Et les étudiants africains sont rentrés au Congo, ils sont rentrés en Afrique. Kwame Nkrumah au Ghana, avec les amis, les Dankwa, les Kessans, etc. Ils sont rentrés et puis ils ont développé ces idées-là. Ils ont gardé ces idées-là de l'unité, du panafricain, etc. Ils ont gardé ça. Et ils étaient tous en prison. Kwame Nkrumah était en prison. Il a fait quoi? Jomo Kenyatta était en prison. Il a fait quoi? Kenneth Kaunda était en prison. Les Mugabe étaient en prison. Les Nyerere n'ont bavé. Les Mandela, les Lutuli, tous ces gens-là. Le papa de Mbeki, Thabo Mbeki, Gowon Mbeki était en prison avec Mandela. On oublie, Mandela n'était pas tout seul en prison. Il y avait des gens comme Gowon, le papa de Thabo Mbeki. Ils étaient tous en prison là-bas. Alors, Lumumba l'a tué, il voulait quoi Lumumba? Hein? Donc, on a éliminé. On a mis en prison ceux qui voulaient l'indépendance, etc. Mais ça a survécu, les Bodibo Keïta, ils ont quand même fait, ils ont survécu quand même.
Personne n'était contre l'unité africaine, même pas au fait Boigny, même pas les Senghor. Mais ils disaient simplement que faisons l'État fédéral dès le départ. Il y a des groupes de Casablanca, des groupes ceci, et qui ont dit qu'on n'est pas prêt, qu'il faut se développer d'abord chacun, après on va faire l'unité, etc., etc. Donc ils ont fait une structure politique, pas politique, mais une structure administrative, l'organisation de l'unité africaine. Ce n'est pas contraignant, ce n'est pas politique. On peut décider comme ça, dit Sabeba, arriver chez moi, je fais ce que je peux faire. Il n'y a pas de contrainte. On dit ne faites pas l'amitié, la diplomatie avec l'apartheid. Arriver en Côte d'Ivoire, je peux envoyer mon ambassadeur ivoirien en apartheid, en Afrique du Sud. Et je ne suis pas sanctionné par l'Union africaine, etc. Parce que ce n'est pas politique, ce n'est pas administratif. On va là-bas, on parle, puis on revient, on ne rend pas compte au peuple, on fait ceci, on change les mandats, il n'y a rien, c'est simplement du folklore, etc. C'est ça que les autres ont fait comme ça. Là. Donc, cette idée panafricaine, c'est l'idéal africain. Un idéal, c'est une vision. Ouais, toute la jeunesse participe à cette idée. Cette idée gagne du terrain. Même ceux qui... tout le monde gagne, ça gagne du terrain, etc. Même à la CEDEAO, ils font la CEDEAO parce qu'il y a l'idée du panafricanisme. Et ils font la CEMAC, mais parce qu'il y a le panafricanisme. Et ils font les SADC parce qu'il y a le panafricanisme. Et ils font les trucs là, tout ça. C'est le panafricanisme, tout ça. Là. Tu vois, c'est ça qui motive, qu'il faut être ensemble. Mais est-ce qu'on réussit? Est-ce que l'idéal est parfait? Non. Mais c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est purement administratif, c'est ceci, etc. Et il y a l'idéal plus tard, il faut faire un État fédéral. C'est ça le but du panafricain. On n'est pas panafricain parce qu'il y a l'Africain, non. C'est l'État fédéral. L'État fédéral vous rendra fort puissant. Vous pouvez développer une armée hyper sophistiquée, moderne. Vous pouvez faire l'espace, parce que ça coûte cher, les sous-marins atomiques, la bombe atomique, etc. C'est des choses qui coûtent cher. Faire des grands pâturages, des grandes pêcheries, etc., des grandes industries pour développer, pour défendre vos intérêts, votre pays dans ce bas monde. C'est ça l'idéal. Bon, mais ça prend du temps, etc. Mais les autres aussi, l'Occident, qui vit de l'Afrique, ne va pas se laisser aussi vous laisser faire. Ne va pas se laisser faire. Parce que l'Occident, dans l'Antiquité, bon, il ne commandait pas personne, Rome, etc. Il y a même des empereurs noirs, etc. Bon, après, à partir du XIVe siècle, avec la découverte par les Magellans, par tous ces gens-là du Nouveau Monde, bon, les autres ont vu qu'il y avait des richesses là-bas. On envoyait les brigands, les bagnards. Aux États-Unis, non, c'est le pays des bagnards. Après, des brigands, etc. Après, ils se sont développés, ils ont créé leur colonie, ils ont fait la guerre contre l'Angleterre, contre la guerre d'indépendance des États-Unis, contre l'Angleterre, les pays colonisateurs, etc. Après, ils ont fait leur fédération, ils ont vite lu, tout de suite, il faut faire la fédération. Ils n'avaient pas d'État. Le premier président américain prêtait serment où? À New York, il n'y avait pas de Washington encore. Il n'y avait pas de Maison Blanche. Ils ont prêté serment à New York. George Washington a prêté le serment, l'investiture, et c'était l'investiture a eu lieu à New York. Et ils sont développés, ils ont devenu une puissance. Donc, l'Afrique n'a pas réussi encore son intégration, comme on dit, etc. Mais ça viendra avec les générations futures, parce que c'est le seul moyen. Tel que vous êtes là, divisé, par exemple, les Guinées équatoriales, Guinée-Bissau, Cap-Vert, les tout petits pays. Là, vous allez avoir votre bombe atomique. Chaque pays aura sa bombe atomique. Chaque pays aura des sous-marins atomiques. Chaque pays va développer, aller avoir l'espace, aller faire sa politique de l'espace, aller à l'espace, explorer l'espace, aller à la Lune, aller à Mars. Chaque pays, ils ont des moyens. C'est l'ensemble qui fait qu'on pourra se développer et se suffire pour défendre nos intérêts, c'est tout. Mais les autres ne veulent pas. Parce que si l'Afrique devient forte, l'Europe décline, l'Europe n'a rien. Et le sous-sol est zéro, ils ont tué leur forêt et ils n'ont rien du tout. Et ils font le diamant avec le diamant de Botswana et de l'Anvers. Ils font l'uranium avec l'uranium du Niger, etc. Et après avoir pris celui du Gabon, etc. Et il y a plein d'uranium aussi en Namibie maintenant.
etc. Donc finalement, il n'y a rien du tout, il n'y a rien en Europe. Les sous-sols, il n'y a rien du tout, c'est vide, c'est pollué, il n'y a rien du tout. Donc l'Afrique donne encore les richesses. Donc il ne faut pas laisser l'Afrique se développer indépendant et puis ils viendront travailler ici. Non, ils vont résister, ils vont tuer les chefs d'État, hein, ils vont tuer Lumumba, ils vont tuer Cabral, ils vont tuer Sankara, ils vont paralyser Sékou Touré, et ils vont mettre en prison, faire un coup d'État contre Sékou Touré, c'est Kwame Nkrumah, ils vont laisser les autres en place, non? Ils vont tuer Oumniobé, Félix Moumié, Osenda Afana, Wanji, ils vont les tuer, ils vont tuer Boganda par accident d'avion. Ils vont mettre Mandela en prison, ils vont tuer les Tomboya et les Jomo Kenyatta. Et c'est comme ça. Les Nasser aussi, tout le monde, les Ben Bedela non bavé. Tout ce qui veut bouger, faire le progrès de l'Afrique, il faut les tuer, les Cabral, il faut les éliminer, les Mariam Ngouabi, tout ça. Ceux qui veulent l'indépendance, etc. Il faut les bousiller. Mais il faut bien voir les choses, ce n'est pas statistique, ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est un combat. Hein. Sankara aujourd'hui, il y a le Sahel, c'est ça qu'il faut saluer, il y a le combat, mais il ne faut pas dire que la CEDEAO est contre le Sahel. Est-ce que c'est vrai ça? C'est faux, ce n'est pas la CEDEAO qui est contre le Sahel, la CEDEAO est manipulée par l'Élysée contre le Niger, c'est tout. Ils veulent faire des bataillons pour aller combattre le Niger, c'est les textes de la CEDEAO le disent. Les textes de la CEDEAO ne le disent pas. Ne dites pas la CEDEAO. Ceux qui dirigent la CEDEAO sont manipulés par l'Élysée pour aller tuer les leaders du Sahel et les leaders du Niger. C'est eux qui font ça. Est-ce que c'est écrit dans les textes de la CEDEAO qu'il fallait bombarder un des États membres? Ce n'est pas écrit. Ils sont manipulés. Vous ne comprenez pas que les choses arrivent comme ça, sans en dessous, sans ceci, les manipulations. Ce n'est pas la CEDEAO qui est militairement organisée qui va faire ceci, etc. Professeur, une dernière question. Il y a aujourd'hui une partie des jeunes Africains qui pensent que l'Afrique doit être réorganisée, même sur le plan religieux. Et vous avez passé une partie de votre enfance avec les prêtres catholiques à l'époque. Est-ce que, selon vous, professeur, on peut dire que la religion abrutit les peuples africains? Non, parlons un peu bien. Quel est le but d'une religion? Que ce soit la religion musulmane, la religion des kimbanguistes, ou catholiques, ou chrétiens, enfin, les protestants, les armées du salut, les catholiques, etc. Quel est le but d'une religion? Il y a ceux qui disent que... mais quel est le but d'une religion? À quoi sert une religion? Quel est le but fondamental, essentiel d'une religion? Si tu es pasteur, tu es prêtre, et tu es ceci, imam, quel est le but d'une religion? C'est de guider son peuple vers l'excellence, c'est-à-dire le ciel et le paradis. Donc ça n'a rien à voir sur terre. La religion ne travaille pas pour créer les routes. La religion ne travaille pas pour créer les puissances nucléaires. Sur terre, la religion ne travaille pas pour former, disons, des ingénieurs. Mais il paraît qu'elle rend paresseux une partie Non, de c'est la pas population. ça, la religion. Il paraît. La religion, les prêtres travaillent pour gagner le paradis. Les imams travaillent pour gagner le paradis, les musulmans. La religion prépare l'être humain, son rapport avec le Dieu pour gagner. Ce n'est pas sur terre. Est-ce que les religions travaillent pour bâtir des trucs sur terre ici là? C'est leur travail de faire l'économie, les routes, les ponts, les forêts. C'est leur travail de faire des députés. C'est leur travail. C'est le travail des religions. Les prêtres, ils font ça. Ils font quoi, les prêtres? Il y a les églises de réveil, par exemple, qui demandent... Oui, mais c'est ça, il faut définir. À quoi c'est une religion dans une société? De tout temps, la religion fait quoi? L'islam, les imams, là. Aujourd'hui, c'est vendredi, ils vont aller à la mosquée. Et pour faire quoi? Ce n'est pas pour faire le paradis sur terre. C'est pour préparer le paradis éternel, la vie éternelle, la grâce de Dieu. Ce n'est pas du fétichisme qu'il faut prier pour avoir le baccalauréat
il faut prier, donner la bougie pour avoir le travail, il faut prier pour être enceinte, etc. Il faut prier pour ne pas prendre les médicaments, mais prier pour être guéri, hein, parce que Dieu est plus puissant que tous les médecins. Et c'est ça la religion, ça c'est l'abrutissement. La religion te dit que tu dois préparer ton rapport avec Dieu. À ta mort, tu vas au paradis, ou tu vas en enfer si tu as mal fait. Tu vas au paradis. Et on te prépare à ça. On ne te prépare pas pour être millionnaire sur terre. Hein? C'est ça la religion. Donc il faut être pauvre pour gagner le royaume des cieux. Il faut gagner le royaume des cieux. Que tu es riche, il faut gagner le royaume des cieux. Tu es pauvre, il faut gagner le royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume de terre. C'est ça la religion. Mais les Noirs mettent la confusion totale. Ils croient que les Noirs, les religions ici, je n'ai pas de travail, il faut prier, il faut donner les mabonza. C'est une affaire de mabonza. Si vous supprimez les mabonza, il n'y a plus de pasteurs. Voilà. Mais les mabonza, c'est ça. L'Église, Jésus a reçu les mabonza de qui? Au côté, il en donnait, il ne recevait pas. Donc on a tout vicié par la pauvreté, la misère. On a dit que quitte ton mari et tu deviens la femme du pasteur. Ton enfant n'a pas de travail, donne l'argent, achète les bougies, on va prier pour avoir de fonction publique. Bon, il n'étudie pas au baccalauréat, mais il faut prier pour avoir du baccalauréat. Mais vous ne voyez pas que ce n'est pas idiot ça? Tu n'étudies pas, puis tu vas prier pour avoir le baccalauréat. Ce n'est pas idiot ça. Mais les Noirs, ils croient ça plus que tout. Tu travailles, donne tout ton salaire au pasteur, donne tout ton salaire. Parce qu'il a eu une vision comme ça là. Il va prier pour toi. Et tu donnes tout ton salaire. Professeur, merci pour ces éléments de réponse car nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Junior Gatungo à la réalisation, Vanille Péné. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.